Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Donald Trump avance, recule, fait des déclarations choc et sature l'espace médiatique. Ses dernières sorties sur l'Iran sont contradictoires et bien malin celui qui pourra décrypter. Et un conflit dont on parle moins, celui en Ukraine, alors que les pourparlers sont interrompus depuis février et la guerre en Iran. Zelensky tente d'aggraver la crise énergétique pour contraindre l'aide occidentale. Et enfin, pour le 1er mai, la guéguerre sociale est relancée par l'exécutif, une polémique de fin de règne qui flaire bon le règlement de compte entre macronistes. Donald Trump souffle le chaud et le froid. Le président des États-Unis multiplie les déclarations publiques, alternant agressivité et temporisation. Quelques éléments pour tenter de comprendre. Tout se passe très bien. Nous avons vaincu militairement cet adversaire particulier et nous ne laisserons jamais cet adversaire avoir une arme nucléaire. Ils le savent très bien en ce moment. Il le répète sans cesse comme pour s'en persuader. Trump a gagné la guerre. Une affirmation sujette à caution et partagée par peu de personnes, si ce n'est ses soutiens et ses proches. Mardi, le président américain était d'humeur victorieuse alors qu'il recevait le roi d'Angleterre. Mercredi, il était plutôt d'humeur guerrière et a posté un montage de lui sur son réseau social Truth Social menaçant Téhéran qui selon lui serait incapable de se coordonner. Un message accompagné d'une photo de lui avec un fusil d'assaut et le message No more Mr. Nice Guy qui peut être traduit par Fini le gentil garçon. Puéril comme souvent, mais surtout, ces sorties ne facilitent pas la compréhension de ce qui se passe réellement au Proche-Orient. Quelques heures avant d'affirmer sa prétendue victoire, le président américain avait relayé une information surprenante. L'Iran lui aurait fait savoir qu'il se trouvait au bord de l'effondrement et demandait l'ouverture rapide du détroit d'Ormuz pour tenter de régler ses problèmes de gouvernement. Un message qui se voulait presque compatissant en suggérant que l'Iran pourrait réussir à surmonter ses difficultés internes qui contrastent fortement avec la posture adoptée quelques heures plus tard. Côté iranien, le porte-parole de l'armée, Mohammad Akraminia, tenait de son côté un discours qui ne laisse pas envisager une reddition. Nous ne considérons pas que la guerre soit terminée. Depuis le cessez-le-feu, comme il n'y a pas de confiance envers les États-Unis et nos ennemis, nous avons continué de la même manière que pendant la guerre. Si la communication iranienne doit aussi être prise avec des pincettes, car c'est celle d'un État sous haute pression, il semblerait que la fanfaronnade de Trump s'inscrit dans sa stratégie habituelle de saturation de l'espace médiatique. Tout commenter, tout le temps, au risque de se contredire souvent. Ces revirements successifs illustrent une stratégie oscillante entre pression psychologique et démonstration de force. D'un côté, Trump dit Téhéran au bord du gouffre, fragilisé par 2 mois de guerre. De l'autre, il prépare visiblement un durcissement supplémentaire. Selon le Wall Street Journal, il aurait demandé à ses conseillers d'étudier un blocus prolongé du détroit d'Ormuz afin d'asphyxier économiquement le pays et d'obtenir une capitulation nucléaire, ce qui là encore est étonnant puisque l'Iran n'a pas l'arme nucléaire. Le maintien du blocus naval, déjà responsable de la paralysie d'une voie maritime qui représentait 20% du pétrole mondial, viserait à éviter à la fois une reprise coûteuse des bombardements et un retrait perçu comme une faiblesse. Cette approche reflète le style caractéristique de Trump, mélange de provocations spectaculaires, de mise en scène sur les réseaux et d'une volonté de négocier en position de force. Alors que Téhéran affirme que la guerre n'est pas terminée et dispose encore de cartes dans son jeu, Washington semble miser sur l'usure économique pour imposer ses conditions dans ce qui pourrait s'apparenter à une guerre d'attrition. Le dénouement du conflit dépendra en grande partie de la capacité de Téhéran à résister à cette stratégie d'asphyxie prolongée. Et l'Ukraine, dans tout ça, depuis le 28 février et l'entrée en guerre des États-Unis et Israël contre l'Iran, le conflit à l'est de l'Europe ne fait plus recette dans les médias, au plus grand dam de Volodymyr Zelensky. Le point avec Élise Blaise. Zelensky tente de reprendre la main invisible face à l'omniprésence des guerres au Proche et au Moyen-Orient. Le conflit en Ukraine a fait un saut dans l'oubli médiatique. Pourtant, à l'Est, des hommes perdent toujours la vie dans une guerre fratricide qui aurait pu être évitée. Dans cette partition difficile, le président ukrainien, qui devait soit dit en passant organiser de nouvelles élections mais ne l'a toujours pas fait, essaie de s'imposer dans l'équation. Une équation qui rime avec crise énergétique.
Ainsi, l'Ukraine multiplie les frappes sur les infrastructures russes. Plusieurs raffineries ont été ciblées, à l'instar de terminaux d'exportation et de ports pétroliers. Par ailleurs, des dépôts et des pipelines ont aussi fait les frais du feu ukrainien. Le premier objectif de Kiev est évidemment de réduire les revenus de la Russie pour limiter son effort de guerre. Dans ce cadre, la production de pétrole de Moscou aurait été divisée par 2 plusieurs jours ce mois-ci et encore 20% des installations seraient actuellement impactées par les frappes. Une configuration qui s'ajoute donc à la situation dans le détroit d'Ormuz, maîtrisée par les Iraniens, qui a crispé les marchés du pétrole après que les États-Unis ont déclenché la guerre dont ils déplorent à présent les conséquences. L'implantation arbitraire de mines dans les voies maritimes internationales, cela fait de l'Iran un État criminel international, des pirates des détroits. Téhéran reconnaît ces crimes, mais il est si incompétent qu'il admet ne pas savoir où se trouvent les mines. Outre le fait que le plus important n'est pas de savoir où sont les mines, mais plutôt où elles ne sont pas, il est clair que le danger que représente chaque passage du détroit d'Ormuz a conduit les assurances à faire exploser les polices, au point d'interrompre presque totalement le trafic de pétrole dans la zone pour les navires occidentaux. Sans surprise, le baril a rapidement flambé pour se stabiliser au-dessus des $110 depuis plusieurs jours. Un prix qui ne reflète en réalité que le ralentissement du trafic amputé des quelques 20% du pétrole mondial qui transitait par la zone avant le 28 février et le déclenchement de la guerre. Une tension du marché qui vient donc s'ajouter aux sanctions prises par de nombreux États pour interdire les importations de pétrole russe en représailles de la guerre en Ukraine. Une décision sur laquelle Trump est récemment revenu au vu de la flambée des prix, au plus grand désespoir de Volodymyr Zelensky. Un autre sujet concerne les sanctions contre la Russie pour cette guerre, qui doivent pousser la Russie vers une véritable diplomatie. Malheureusement, il y a une nouvelle décision des États-Unis d'assouplir les sanctions pétrolières. Il n'y aura aucun bénéfice réel pour la diplomatie. Chaque dollar issu du pétrole ne fait qu'encourager la Russie à continuer de se battre, alors même que malgré cet argent, elle ne résoudra pas ces problèmes. En réalité, chaque dollar issu du pétrole renforce avant tout le dollar lui-même, et donc les États-Unis qui goûtent assez peu la multiplication des transactions pétrolières en yuan ces dernières années, et particulièrement dans le cadre du filtrage iranien dans le détroit d'Ormuz. Il faut aussi noter que malgré les sanctions, le pétrole russe continuait jusqu'ici d'arriver en masse sur les économies occidentales et particulièrement européennes, et pas seulement en Hongrie ou en Slovaquie. La plupart du temps, il était simplement acheminé par d'autres intermédiaires, lesquels faisaient donc logiquement grimper les prix. Une hypocrisie qui devient techniquement plus difficile avec les frappes ukrainiennes sur les infrastructures russes. Mais avec les tensions orientales, la stratégie de Volodymyr Zelensky pourrait aussi se retourner contre lui en acculant les économies européennes à rouvrir le robinet énergétique avec la Russie, ce qui réchaufferait de facto les relations diplomatiques avec Moscou. La fête du travail, nouvelle guéguerre sociale. Après avoir reculé devant les syndicats, Sébastien Lecornu a mis sur la table un projet de loi pour élargir l'accès au travail le 1er mai. Renaud de Bourleuf. Le gouvernement se met au travail pour le 1er mai. Mercredi, le projet de loi sur la fête du travail est arrivé sur la table du Conseil des ministres. Selon la loi en vigueur, le 1er mai est normalement un jour férié obligatoire, chômé et payé. Pour tous les salariés, c'est une règle unique dans le Code du travail. Il est interdit de faire travailler des salariés ce jour-là, sauf dans certains secteurs où l'activité ne peut pas s'interrompre, tels que les hôpitaux ou les transports. Certains commerces, tels que les magasins de vêtements, peuvent être ouverts s'ils ne font pas appel à des salariés. Le cas de la restauration est plus compliqué. En 2016, le ministère du Travail du gouvernement Valls avait considéré que les établissements de restauration, classiques ou fast-food, participaient à la continuité de la vie sociale en concourant à la satisfaction d'un besoin essentiel du public, et qu'à ce titre, ils entraient dans le champ d'une dérogation prévue par le Code du travail. En 2025, le Sénat s'est emparé du sujet avec une proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai. Ce texte, défendu par les sénateurs Union centriste Annick Billon et Hervé Marseille, prévoyait d'élargir les dérogations à de nombreux commerces. Le texte a été adopté par le Sénat, puis rejeté par l'Assemblée nationale. Dans le cadre de la navette parlementaire, la proposition de loi est revenue à l'Assemblée nationale en avril dernier. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal en a profité pour se poser en défenseur d'une, je cite, « loi de bon sens ».
On défend une loi de bon sens pour leur permettre d'ouvrir et de travailler le 1er mai. Si le 10 avril, notre loi est votée, ça veut dire que les boulangers et les fleuristes pourront travailler dès le 1er mai de cette année. Échec pour Gabriel Attal, le texte a été rejeté par les députés en séance publique le 10 avril. 3 jours plus tard, le Premier ministre Sébastien Lecornu refusait de convoquer une commission mixte paritaire pour trouver un accord. Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, avait reçu des syndicalistes ayant affirmé qu'il n'y avait que peu de demandes des professionnels, excepté dans le secteur de la boulangerie. Le sujet a déclenché la colère de nombreux syndicats. Ainsi, le secrétaire général de la CGT, Sophie Binet, fustigeait un passage en force en cas de commission mixte paritaire. Ce passage en force avec ce tour de passe-passe parlementaire qui a été organisé par Gabriel Attal en alliance avec la droite et l'extrême droite pour nous voler le 1er mai est inacceptable. Et donc ce soir, il faut des actes très forts et très clairs. L'acte, c'est ne pas convoquer la commission mixte paritaire et s'en remettre à la démocratie sociale, parce qu'on ne peut pas s'attaquer à une question comme celle du 1er mai en passant en force de cette manière. Un son de cloche similaire entendu du côté de la gauche parlementaire, en particulier à LFI. Que le 1er mai, les salariés doivent soit rester chez eux dans le seul jour chômé et férié qui a été arraché de haute lutte, soit, encore mieux, venir manifester pour des droits nouveaux. Une haute lutte remontant à la fin du 19e siècle et pour laquelle la gauche attendra plusieurs décennies avant d'obtenir pour le 1er mai ce jour férié et chômé payé tel que nous le connaissons aujourd'hui, plus précisément le 24 avril 1941 par une loi du gouvernement de Vichy. Après l'abandon de la navette parlementaire, Gabriel Attal a pu régler ses comptes avec le nouveau gouvernement et reprocher à Sébastien Lecornu de ne pas avoir assez résisté. Je regrette et je déplore le choix du gouvernement d'avoir retiré le texte. Il a manqué de courage ou pas ? En tout cas, ils ont cédé quelque part à la CGT. Sébastien Lecornu s'est remis au travail avec son projet de loi. Selon le texte proposé, le travail se fait sur la base du volontariat du salarié avec un accord écrit exigé. Le salarié volontaire est payé double. Les modalités précises doivent être fixées par accord de branche, c'est-à-dire une négociation entre syndicats et patronat des secteurs concernés. Enfin, la réforme concerne les boulangeries et pâtisseries artisanales et les fleuristes. Le champ est donc beaucoup plus restreint que pour la proposition sénatoriale. Une réforme qui devrait être débattue au Parlement au cours des prochaines semaines et qui ne pourra évidemment s'appliquer qu'à partir du 1er mai 2027, et non pas 2026 comme Gabriel Attal et les autres défenseurs du travail du 1er mai l'espéraient. Et c'est 2 jours avant la date initialement prévue que le gouvernement se remet sur le sujet, comme pour mieux montrer son incapacité. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Maître Gonzalez, huissier de justice, je viens pour une affaire de carence de paiement de frais notariés. Monsieur Latour est-il là ? Il est de retour. Bernard Cazeneuve, sosie de l'huissier dans le film Les Trois Frères, s'est à son tour déclaré prêt à être candidat à l'élection présidentielle de 2027. Dans un entretien au Figaro, l'ancien Premier ministre affirme vouloir s'affranchir des jeux d'appareils et des combinaisons partisanes. Il critique l'alliance passée du PS avec la France Insoumise au sein du nouveau Front Populaire, qu'il a refusé de cautionner, ce qui l'a conduit à quitter le Parti Socialiste en 2022. Le soldat Cazeneuve part de très loin, d'autant que son ancien patron François Hollande, à peu près sur le même créneau, a aussi dit être disponible pour l'emploi. Qu'importe, l'ancien Premier ministre est prêt à renfiler le tablier autour, je cite, d'un projet sérieux centré sur la production, la sécurité, la maîtrise des finances publiques et une gestion humaine mais ferme de la question migratoire. L'État démissionne et les collectivités trinquent. La métropole d'Aix-Marseille-Provence a franchi une étape inédite en renonçant à voter son budget pour 2026. Confrontée à un déficit de 123 millions d'euros, la collectivité, présidée par le LR Nicolas Hinard, a retiré le budget de l'ordre du jour avec le soutien des 92 maires. Ces décisions ouvrent la voie à une mise sous tutelle de l'État, une mesure rarissime. Les élus imputent cette situation critique à la baisse des dotations de l'État et à la hausse des dépenses liées aux nouvelles infrastructures de transport du plan Marseille en grand. Ils lancent un appel à l'aide de l'État pour combler ce trou financier avant la date butoir du 30 avril. Bruno Retailleau entre en riposte graduée, cette fois contre Emmanuel Macron. Mardi, l'ancien ministre de l'Intérieur a réagi aux propos du président qui traitait de maboule ceux qui voudraient se fâcher avec l'Algérie. Bruno Retailleau a fustigé une polémique dont Emmanuel Macron a le secret. L'ancien ministre, désormais candidat, a affirmé que l'Algérie insulte chaque jour la France, notamment avec ses ressortissants expulsés qu'elle refuse de reprendre. Bruno Retailleau fustige une diplomatie française inefficace. Non, mais j'aimerais qu'il nous regarde ce matin. Je voudrais lui demander s'il est fier. Question qui peut également être retournée contre l'ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, dont la riposte graduée n'a pas gravi beaucoup d'échelons.
Total Energy a fait le plein. Le géant français des hydrocarbures a annoncé mercredi un bénéfice net en hausse de 50% sur un an au premier trimestre, environ 4,9 milliards d'euros. Les résultats sont portés par l'explosion des prix de l'énergie, mais aussi par une hausse de la production de gaz naturel liquéfié transporté par bateau et des activités de négoce. La production de gaz et de pétrole, en hausse de 4% au premier trimestre, lui a permis de compenser ses pertes dans la région du Golfe. L'actualité internationale en bref. Stéphane Séjourné face à la Chine. Lundi, Pékin a menacé l'Union européenne de rétorsion en l'absence de dialogue concernant le projet de loi européen dit d'accélération industrielle. L'enjeu de cette proposition de règlement est de ramener la part de l'industrie manufacturière dans le PIB de l'UE à 20% d'ici 2035, contre environ 14% aujourd'hui. Et cela tout en réduisant les dépendances extérieures. Le gouvernement chinois critique les restrictions aux investissements étrangers dans les secteurs des batteries, des véhicules électriques, du photovoltaïque et des matières premières cruciales. Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne, a affirmé qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter excessivement par des mesures de rétorsion brandies par la Chine. Nous voilà rassurés. Heureux comme chien et chat en UE, le Parlement européen a définitivement adopté mardi la première réglementation européenne sur le bien-être des chiens et des chats d'élevage. Le texte fixe des normes minimales en matière de nourriture, d'espace, de propreté et interdit plusieurs pratiques cruelles telles que les colliers électriques, les mutilations, queues, oreilles, cordes vocales ou l'élevage visant à accentuer des caractéristiques physiques au détriment de la santé de l'animal. Il renforce également l'identification par puce et limite la consanguinité. L'objectif est de mieux réguler un marché de 1,3 milliard d'euros par an et de lutter contre les trafics en provenance des pays de l'Est. Certaines exemptions, notamment pour les annonces en ligne ou les chiens de travail, ont été admises. Après les bouchons plastiques rattachés aux bouteilles et l'interdiction des pailles en plastique, l'Europe est résolument en marche. L'euthanasie débranchée provisoirement à Londres. Vendredi 24 avril, une proposition de loi légalisant le suicide assisté par l'Angleterre et le Pays de Galles a été rejetée par la Chambre des Lords. Pendant 14 jours, les parlementaires avaient déposé plus de 1200 amendements rendant impossible le vote du texte avant l'expiration du délai. Alors que les militants de l'euthanasie accusent la Chambre haute de déni de démocratie, les Lords rétorquent que le texte nécessitait un examen approfondi à cause des risques, notamment pour les personnes les plus vulnérables. La Chambre des communes avait adopté cette proposition de loi et les partisans de la piqûre mortelle n'ont pas dit leur dernier mot. Le texte sera de nouveau débattu à la Chambre des communes. Selon le fonctionnement législatif britannique, si le texte est adopté en termes identiques à la deuxième lecture par la Chambre des communes, la Chambre des Lords ne peut pas s'y opposer. Le Canada tente timidement de couper le cordon. Le Premier ministre Mark Carney a annoncé la création du Canada Strong Fund, le premier fonds souverain du pays doté initialement de 25 milliards de dollars canadiens, soit 18,3 milliards de dollars. Ce fonds, présenté comme citoyen, doit financer des projets dans l'énergie, les matières premières critiques et les infrastructures afin de réduire la dépendance du Canada vis-à-vis de son voisin américain. L'initiative intervient à quelques semaines d'une rencontre sur la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ASEOM, dans un contexte marqué par les surtaxes imposées par Donald Trump et les attaques récurrentes contre Ottawa. Ce soir, à partir de 21h, un nouveau Bistrot Liberté ainsi que Passé Présent. Et demain, dès 7h, un zoom avec le philosophe Jérôme Ravenet sur le modèle souverainiste chinois. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.